Le salon édition 3, épisode 2. Action. J'ai toujours rêvé de faire ça, vraiment. Et ben bonjour Romain, bienvenue. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et voilà, te présenter à nous et à la classe? Pas de problème. Romain Lemaire, 26 ans, ancien étudiant de Ginov. J'ai grandi dans la région lyonnaise, plus récemment dans le Beaujolais. J'ai fait du coup mes 5 années à l'IAE. Et j'ai un peu voyagé ces derniers temps, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, vous raconter un peu ces aventures et mes aventures. Et dis-moi Romain, est-ce que tu as un petit surnom? Comment t'appelles tes amis ou ta famille? Roro, rien de bien, Roro. Ah, j'adore. rien de bien original. Ok. Eh bien, écoute, Roro, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, peut-être de ton éducation qui ont dû amener à tes choix aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Je pense que j'ai pas encore été diagnostiqué, mais je pense qu'il y a un peu d'hyperactivité dans mon tempérament. J'ai fait toujours du sport pas mal dans ma jeunesse. Le côté aventure, le côté voyage, je pense que c'est peut-être ma maman qui un samedi matin pouvait se réveiller et dire on prend les voiles, on va à la mer, sans trop se soucier si elle est restée suffisamment à la fin du mois. Non, c'était plutôt l'aventure et je manquais de rien, loin de là, mais c'était plutôt du côté de ma maman que j'ai eu ça. Et ensuite, c'est avec Internet et avec les rencontres qu'on se dit c'est possible d'aller un peu plus loin que qu'Annecy ou que Cassis pour les vacances. Donc ça s'est amené après au fil de l'eau. D'accord. Donc, tu es parti faire un voyage à travers le monde. Quelles étaient tes envies à ce moment-là? Quels ont été tes besoins qui t'ont poussé du coup à faire ce choix? Et à quel âge tu as pris cette décision? Alors ça a duré, ça fait longtemps que c'était dans ma tête, dans toutes mes études. Ça n'a pas forcément été possible, notamment à cause de l'alternance. C'était un peu compliqué pendant ces études ici de faire une césure ou de faire un Erasmus. Donc j'ai pu, je pense que vous le savez mieux que moi aujourd'hui, donc j'ai pu le faire uniquement après mes études. Donc en mars 2020, je décide d'arrêter mon travail pour partir, donc je démissionne. Je vous fais pas le dessin, ce qui s'est passé en 2020. Donc je me retrouve à chercher un emploi. Je trouve un VIE en Belgique, donc qui me permet quand même de bouger un petit peu, d'apprendre l'anglais et de vivre une expérience, on va dire l'Erasmus des jeunes cadres dynamiques à Bruxelles. Donc ça c'était super. Mais il y avait quand même un peu ce virus en moi et être assis en télétravail dans ma chambre pendant 1 an et demi, ça n'a fait que conforter mon envie de partir. Et donc suite à ça, en juillet 2021, je décide de encore une fois partir. Et ça s'est fait du coup en mars 2022 où je suis définitivement parti de France. Non, enfin, pas définitivement pour ce projet en tout cas. Et j'avais à ce moment-là 25 ans. D'accord. Et est-ce que à ce moment-là, peut-être avant le voyage, tu avais certainement des craintes, des appréhensions? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, je pense que sans peur, ça serait de la folie, on va dire. C'est la peur qui nous permet de nous raisonner parfois. Non, j'avais surtout physiquement, en fait, pour raconter un peu le processus, en juillet 2021, justement, quand une semaine après que je décide d'arrêter mon emploi et de partir, grosse blessure au genou. Je décide un peu comme un fou de faire un Paris Mont-Saint-Michel à vélo pour m'entraîner sans Rien que dormir. ça. Donc je pars, je fais 450 bornes en une trentaine d'heures à peu près. Et donc j'étais super content, mais sauf que petite douleur au genou qui devient grande douleur au genou, qui finit par fissure du cartilage de grade 3. Donc je pensais pas médecin, mais ça veut dire que c'est pas top. Donc suite à ça, juste après avoir décidé de partir, je me retrouve à faire de la kiné et des exercices tous les jours. Donc c'est 1 heure 30 d'exercice par jour, en plus de ma vie normale. Donc je m'accroche en fait à ce projet pour essayer de me remettre en condition et me préparer au mieux. Et au moment où je pars, je ne sais pas encore si mon genou va tenir, comment est-ce que ça va se passer. Donc ça a été la plus grande crainte, elle a été d'abord physique, mais aussi un peu les proches quand même, parce que si ma maman voit cette vidéo, elle va pas trop aimer que je parle pas d'elle. Donc mes proches et
Ça, j'ai toujours été assez autonome, donc je me faisais pas trop de soucis par rapport à ça, mais c'était surtout au physique. Est-ce que le corps va encaisser des journées de vélo, des treks et un engagement important sur de la durée surtout, quoi. Ça demande une préparation physique? Bah, en fait, on n'a pas encore tout à fait parlé, mais je suis parti à vélo du coup. Je crois pas qu'on l'ait trop dit. Non, bah d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler justement de la Ouais. particularité de ton aventure? Parce qu'il y a quelque chose, un petit détail qui n'est pas anodin quand même dans ce voyage. Non, non, complètement. Bah, du coup, par souci écologique et par envie de l'aventure, j'ai décidé de limiter au maximum mon impact carbone. Donc pour ça, je suis allé sur un site qui s'appelle la Bourse aux équipiers. C'est un peu le Tinder des marins. Donc vous cherchez un bateau, quelqu'un a besoin d'un équipier, vous mettez votre annonce dessus et vous pouvez trouver quelqu'un qui permet de convoyer son bateau et vous, par la même occasion, partout dans le monde. Et moi, en l'occurrence, c'était pour traverser l'Atlantique. Donc du coup, je suis parti par ce biais-là. Et ensuite, l'idée du vélo, c'était à la fois parce que c'était ma passion, mais aussi parce que c'est un plus faible impact que acheter un 4x4. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Et c'est sûr que oui, en termes de préparation, on va dire que ça va dépendre surtout de vos objectifs. J'ai rencontré des gens pendant le voyage qui n'avaient jamais fait de vélo avant. Ce qui est super à vélo, c'est que c'est un sport assez doux et on peut partir et il va falloir juste ajuster vos objectifs. C'est-à-dire que si vous partez pour faire 100 km dès la première journée, vous ferez peut-être une semaine, mais vous serez blessé et vous serez même vraiment fatigué, même mentalement, et ça vous serez frustré. Voilà. Mais si vous ajustez vos objectifs par rapport à votre corps, vous pouvez commencer demain. N'importe qui ici, en bonne santé, peut partir et juste il ira doucement au début et ça arrivera avec le temps. La condition se fait au fur et à mesure en fait. On ne se prépare pas pour un an de vélo, c'est pas possible. Ça se fait au fur et à mesure et on adapte. Quels ont été du coup donc tu nous as parlé du coup des moyens pour te déplacer qui ont été le bateau et le vélo. Est-ce que tu as une idée de la distance que tu as parcourue dans ton voyage et au total combien de mois et de jours ça a duré? Alors, sur le bateau, on n'a pas de données bien fiables parce que les outils qu'on avait à disposition n'ont pas fait le voyage. Donc, pour compter, on ne sait pas exactement combien on a fait de kilomètres. Mais je suis parti du coup de l'île de Lanzarote, qui est dans les Canaries. On est descendu jusqu'au Cap-Vert, qui est en face à peu près du Sénégal. Et ensuite, on a traversé l'Atlantique tout droit. Donc, on est sur j'espère qu'il n'y a pas des initiés ici qui vont me contredire, mais 4-5 000 miles à peu près, donc 7-8 000 km à la voile. Et ensuite, à vélo, c'était autour de 10 000 km à vélo à peu près. Et la durée totale, donc de mars à février, 11 mois à peu près. Ça laisse le temps de se faire les cuisseaux, quoi. C'est ça. Et du coup, après ton retour en France, est-ce que il y a eu un constat que tu as pu faire? Est-ce qu'il y a eu peut-être le choc aussi du retour à la réalité, à la civilisation aussi, peut-être? Quand on revient vraiment, après être parti longtemps, on est content de revoir tout le monde. On est content de resserrer ses bras, d'être dans les bras de ses proches. On est content de manger des bonnes choses. Non pas que la nourriture sud-américaine n'est pas bonne, mais voilà, il manque un peu de fromage, quoi. Donc ça, au début, on est vraiment content les renouveaux, on va dire, revoir même les paysages qu'on aime. C'est vraiment content et c'est plus après après quel est le nouveau projet qui est aussi excitant. Est-ce que sa vie va être aussi excitante qu'elle l'était pendant ce voyage, qui est un peu plus touchy. Mais non, on est super content de revenir là. On est content d'avoir une certaine organisation un peu dans la ville quand même, de voir, même si c'est super bien un peu le fouillis sud-américain, des fois c'est bien d'avoir un bus qui est à l'heure, d'avoir une organisation un peu autre. Et ça c'est quand même cool. Mais non, on se refait bien à la vie d'ici, mais c'est surtout les projets qu'on a à côté qui permettent d'aider. Et du coup, dans ce voyage, quel a été ton pire moment, le moment où tu t'es dit mais pourquoi j'ai fait ce voyage? Quelle idée j'ai eue? Je pense que c'est relatif à mon genou du coup, où il y a des moments où ça va bien, où on continue, et il y a des moments où ça va pas du tout. On se retrouve là dans un gentil monsieur qui me file quand même les clés d'un couchsurfing, qui me file la clé de sa maison, donc incroyable.
Mais à ce moment-là, je me retrouve dans un tout petit village, dans une maison un peu vide, sans personne, avec des douleurs, j'arrive quasiment plus à marcher et pas trop de réseau. Et je me dis, ouais, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Et à ce moment-là, c'était le week-end où mes parents, j'avais organisé une réunion de famille. J'avais invité tout le monde et j'ai dû partir plus tôt parce qu'il y avait un bateau qui me permettait de partir plus tôt. Donc j'ai pas pu me rendre à cette réunion que j'avais moi-même organisée. Donc je sais que toute ma famille se voit, il faut y passer un super moment. Moi je suis tout seul, loin, j'ai mal. Donc tu te poses des questions, mais après on avance petit à petit et ça va mieux. Mais non, il y a des moments où ouais, on mange quelques tablettes de chocolat et on reste dans le fond de son lit. Ça arrive aussi même à l'autre bout du monde, ça arrive à tout le monde. Je crois savoir aussi à un moment que tu m'as parlé d'un petit aléa voilà, de ce que tu avais fait, une intoxication alimentaire, du coup, c'est ça, quand tu étais en voyage? Tu veux vraiment en parler, mais C'est le moment que j'adore, qu'on rentre dans le vif du sujet. non, non, j'ai été plutôt épargné. J'ai rencontré d'autres voyageurs qui avaient peut-être un estomac un peu moins solide ou qui étaient plus curieux sur la nourriture, on va dire. Non, non, j'en ai une belle sur le trek Santa Cruz au Pérou. Je décide de le faire avec mon vélo alors que c'est un trek piéton. Parce que pour justement un peu diminuer la pression en descente sur le genou, donc je me dis je vais avoir un super déambulateur à 2 roues. Donc je pars avec et donc c'est un trek assez exigeant avec un passage de col à 4700 mètres. Donc je pars dessus et au bout de quelques heures, en poussant mon vélo, toutes les montées étaient obligées d'être poussées, le vélo qui faisait à peu près 25-30 kilos. Et à un moment donné, ouais, je commence à, voilà, vous n'êtes pas un détail, mais à lâcher tout ce qu'il y avait dans mon corps, jusqu'à me poser la tente comme je peux, m'endormir, et au lieu de faire en 2 jours, je le fais en 3 jours, et vraiment plus aucune énergie. Le deuxième jour, je crois que je fais 3 kilomètres. Je suis du coup hébergé par des touristes français qui font ça avec un guide, ils sont pas fous. Donc du coup, ils ont un tipi, ils m'hébergent dans leur tipi justement, ils me donnent un peu à manger, on se requinque ensemble et ça fait du bien juste de parler. Et le lendemain, je repars et un magnifique, comme vous le voyez, ah non, on ne voit pas ici, sur la photo d'avant, je crois, d'avant, là où je suis dans la montagne. Donc là, c'est le lendemain matin, on se dit, bon, ben, ça a été dur, mais quand on se réveille avec ce genre de paysage, et ben, on se dit, bon, ben, ça valait le coup quand même. Et justement, est-ce que tu as une anecdote rigolote à nous raconter par rapport à ce voyage? J'en ai plein. Non, peut-être on peut représenter du coup la photo où je suis en Équateur, celle-ci, voilà. Donc là, c'est rigolo et en même temps un peu sombre. Enfin, c'est un peu les deux. C'est assez fort comme moment. Donc, on est en Équateur. L'Équateur, c'est un pays très très montagneux. Donc, c'est situé plutôt au nord de la cordillère des Andes, au sud de la Colombie, au nord du Pérou. Donc, c'est un petit pays comme ça qui touche la mer. Ils ont un peu tous les écosystèmes. Et là, en l'occurrence, c'était les grandes montagnes assez fraîches. Donc, je finis une montée assez exigeante. J'arrive en haut du col où il y a une petite maison et je décide de leur demander si je peux du coup être hébergé pour la nuit, poser juste ma tente dans leur jardin. Je tombe sur 2 enfants qui me disent ok, il n'y a pas de souci. Ils ont 8 ans, donc je me dis on va quand même attendre les parents, savoir s'ils sont ok avec ça. Et au fur et à mesure, il y a les autres enfants de la fratrie qui arrivent. Il commence à pleuvoir à ce moment-là, donc ils arrivent en courant, tous tout mouillés. En fait, ils descendent de la montagne. Ils étaient allés faire la traite des vaches dans la montagne. Donc je me dis déjà, moi de mon côté, Romain redescend, t'as fait ta petite montée à vélo, mais eux, ils sont obligés de bosser après l'école et aller dans la montagne et sous la flotte. Et donc déjà, ça te met un petit coup, tu redescends d'un ton. Puis ensuite, les parents arrivent et on se met dans la sorte de petite... Et le papa arrive en dernier autour de 21h. Et là, du coup, on se met dans la cuisine et en fait, il faut imaginer un petit peu donc une pièce avec de la terre battue par terre, de la tôle sur les quatre murs, un toit aussi en tôle et en fait un feu de bois qui est posé sur le sol directement. Et en fait, c'est le feu qui leur permet à la fois de se chauffer parce que la nuit, ils gèlent toutes les nuits. Et qui leur permet aussi de faire à manger. Donc en fait, c'est juste la source de la vie pour eux et donc la maman qui fait à manger pour toute la famille. Et ce qui est assez terrible là pour le coup, c'est qu'en fait la majorité des gens là-bas vont avoir des problèmes pulmonaires parce qu'en fait il n'y a aucune sortie d'air directement pour les fumer. Donc ils respirent, une maman qui est là-bas peut passer la moitié de sa journée dans la cuisine à s'occuper de tout le monde, va respirer ces fumées toute la journée.
À côté de ça, c'est pas du tout efficace en termes de bois, donc ça veut dire qu'ils sont, pour l'écologie, ils sont obligés de couper plein d'arbres parce que c'est pas du tout efficace de le faire de cette manière-là. Et même économiquement, pour eux, ça leur demande du temps et de l'argent aussi. Donc je me retrouve là, au milieu de cette famille, manger un petit morceau avec eux et qui me donnent tout et qui me demandent rien du tout et qui c'est assez incroyable quand tu sais qu'ils vivent dans ces conditions-là. Et juste avant, moi, pour la petite anecdote, justement, j'avais, pour essayer de compenser l'impact carbone d'un vol que j'avais effectué en avion, on peut payer en fait des compensations carbone. Et là, c'était un projet qui permettait de mettre des foyers de type poêle pour éviter à ces personnes-là d'avoir à faire un feu au milieu de leur cuisine. Et ça, c'était un mois avant. Et un mois après, je me retrouve à vivre ça avec des personnes qui peut-être auraient pu en bénéficier. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bon, ben, chaque petit geste peut compter. Et même si on a vraiment envie de faire son enterrement de vie de garçon à Budapest et que c'est vraiment le truc, ben, on peut toujours faire sa petite pièce. Et après, on sait pourquoi on le fait et ça donne un peu de baume au cœur. C'est dur de se confronter des fois à cette réalité qui est bah, du coup par rapport à la France en fait, qui est complètement différente au niveau de la culture. Sur la culture ou plus sur la différence de pouvoir d'achat, de pauvreté ou de... Oui, tout. En fait, ce mode de vie plus généralement. Alors en Amérique du Sud, finalement, le côté quand même un peu plus simple, c'est qu'ils parlent espagnol et qu'ils ont la même religion, on va dire, même si on n'est pas tous croyants ici, il y a quand même une influence de la religion catholique et avec des fêtes et ils ont les mêmes fêtes. Et du coup, pour le coup, il y a quand même une base commune, là où dans d'autres pays, peut-être, ce serait encore plus dur. Donc pour le coup, je parlais pas un espagnol incroyable, mais je crois qu'il me semble que vous faites aussi, vous avez des cours d'espagnol en L2, en L3, il me semble, quelques-uns. Oui. Donc j'avais ce niveau-là à peu près, mais on s'y fait vite. Donc ça, c'est quand même vraiment cool de pouvoir discuter avec les gens et avoir des échanges. Et entre le début justement et la fin de son voyage, et c'est pour ça que je recommande vraiment à tous ceux qui peuvent d'essayer de partir un peu longtemps, parce qu'en fait, on peut, au bout d'un certain temps, commencer à avoir les codes. Et au début, ce qui nous paraît bizarre nous devient normal. La langue devient un peu plus... On peut plus échanger avec les gens, plus apprendre. Et finalement, c'est vers la fin c'est plus facile de faire des rencontres qui vont être plus riches qu'au début où tout va nous paraître un peu bizarre. Mais en 2 semaines, c'est compliqué de s'acclimater vraiment. Et c'est plus sur le long terme on sera jamais comme un local, mais on pourra un peu mieux le comprendre et on sera moins en décalé, quoi. Est-ce que au niveau nourriture, justement, du coup, tu nous parlais que des fois tu étais accueilli dans une famille, mais dans ton quotidien, quand tu es parti, avec quel budget tu es parti et comment tu arrivais à te nourrir, te loger? Alors l'avantage du vélo aussi, parce que je le dis pas pour pas passer pour un rapide dès le début, mais c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire qu'on ne paye pas son moyen de transport, à part le vélo qu'il faut investir au début, mais si vous prenez un bon vélo, il n'y a pas trop de soucis. Et l'avantage également, c'est de pouvoir avoir tout son logement dans ses sacoches. Donc là, peut-être tu peux remonter la photo, celle-ci. Donc on voit à l'arrière, j'ai 2 petites sacoches. Donc là, j'étais parti juste en mode light, je faisais juste une boucle. Mais voilà, normalement, il y a aussi un sac à dos positionné à l'avant, mais on a tout sur notre vélo, c'est-à-dire la tente, le matelas, le duvet, la nourriture, le réchaud, les affaires de survie, les vêtements. On a tout pour réparer son vélo. Et en général, ça évite le grand poste de dépenses en voyage. Ça peut quand même être le logement. Donc quand on dort dans sa tente, c'est un peu plus simple. Et après, en termes de nourriture, par contre, on compense avec un gros budget bouffe. Parce qu'on dépense des calories, donc il faut les reprendre. Le budget, moi, sur un an, on était avec le vélo, qui va aller à peu près de 2000 € quand même. L'avion du retour, toute la nourriture et tout sur place, on a à peu près autour de 10 000 €. Donc au final, quand on regarde, moi sur place, la vie pouvait me coûter 500-600 € par mois. Donc ça me coûtait moins cher d'être là-bas qu'en France. Parce qu'il n'y a pas les mêmes tentations et il faut comparer ce qui est comparable. Il n'y avait pas de bar, il y avait une soirée Tupperware dans ma tente, donc c'est différent. Mais c'est cool aussi. Et justement, en termes de vêtements, là, dont tu nous en parlais, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Parce que moi franchement, je suis très interrogative là-dessus. Comment ça se passe? Est-ce que tu retournes le slip un jour sur deux ou comment ça se passe? Bah alors ça, on peut en parler justement. Pendant la transat, ça a été assez compliqué, parce que je suis parti du coup, la transat c'est 31 jours pour ma part, 31 jours sans escale. Sans escale, sans eau, sans désalinisateur. Donc ça veut dire qu'on part avec ses habits, et moi je suis parti en mode vélo justement. Donc en mode vélo, ça veut dire j'ai 3 t-shirts,
3 slips, un pantalon, un pull. Et après, des affaires un peu plus chaudes pour le reste du temps. Donc ça veut dire qu'il faut partir du principe que le t-shirt va être en moyenne porté 10 jours, sans douche, au milieu de l'Atlantique avec le soleil qui tape bien fort. Donc à ce niveau-là, c'était compliqué. Mais sinon, après, le reste du temps, on faut être minimaliste, hein. Donc il y a à peu près cette base-là d'affaires. On rajoute un petit poncho, un pantalon de pluie. Puis au fur et à mesure, c'est assez. Quand on part sur du long terme, il y a 2 possibilités. Soit on se dit on part avec tout et on n'achète qu'une fois de la bonne qualité et on doit le trimballer tout le temps sur son dos. Donc ça veut dire que quand on traverse un désert, on a quand même sa doudoune, ses chaussettes hautes, sa Gore-Tex et tout ça. Donc on se trimballe du poids en plus, mais on gagne un peu d'argent et on l'achète qu'une fois. Soit j'ai rencontré aussi d'autres voyageurs qui étaient lui en Crocs, qui avaient juste une chemise, qui avaient du coup 2 fois moins d'affaires que moi, mais qui se disaient quand il fera froid, je m'achèterai des affaires de froid, quand il fait chaud, j'ai des affaires de chaud. Et je vis comme ça. Et on va dire qu'il y a différentes manières de voyager qui s'opposent. Et en tant qu'Européen, en général, on va rencontrer plutôt des gens qui pensent beaucoup, qui anticipent tout ce qui va se passer, qui savent exactement dans quel endroit il faudra s'habiller de telle manière. Donc, un peu comme moi aussi, j'ai pu l'être. Et après, on rencontre beaucoup aussi de voyageurs argentins, brésiliens, quand on est là-bas, et qui ont des optiques complètement différentes, parce que cultures différentes, et plus on vit au jour le jour. Et en général, on se rend compte que, ouais, ils n'ont peut-être pas tort finalement. Bon, bah, je crois que j'ai encore de la marge avec mes 15 chaussures pour partir en week-end, hein. Sinon, la fin de ton voyage, elle a été un petit peu précipitée, je crois. Il y a eu une interruption. Et est-ce que tu peux nous en parler, justement? Ouais. Donc là, c'est pas la meilleure partie de l'histoire, malheureusement. Sortez vos paquets de mouchoirs. Au mois de janvier, en fait, je reçois un coup de téléphone de ma maman, justement, qui m'annonce que mon papa a un cancer. Donc on est le 4 janvier, il me semble. Donc à ce moment-là, je me suis aussi séparé de ma copine avec qui je voyageais à ce moment-là. Donc bonne nouvelle pour commencer l'année 2023. Il faut décider de soit on continue à voyager, soit on voyage, soit on rentre en France directement, soit on trouve un entre-deux. Donc moi j'ai décidé d'aller jusqu'à l'aéroport le plus proche international, d'y aller en essayant de profiter encore comme on peut, et partir du coup début février de Punta Arenas au sud du continent, on va dire, sud-américain, même s'il continue jusqu'à Ushuaia, mais c'est des îles. Donc là c'était la fin du vrai continent, pour ensuite reprendre un avion et rentrer en France et être auprès de mes proches. Mais ouais, la décision de voyager, normalement, là, je serais pas ici, je serais encore en voyage, c'est vrai. J'avais prévu de rentrer en septembre, de continuer mon voyage, et c'est un peu pour ça que je suis ici, mais je pense qu'on va parler un peu après. Et du coup, quel a été ton ressenti, tes émotions, comment tu as vécu en fait la situation à ton retour en France? Parce que du coup, ça a précipité du coup ton départ, et il y a à la fois aussi cette mauvaise nouvelle à gérer en même temps. Comment ça s'est passé? Moi, au tout début, j'ai vu ça un peu comme un combat, une bataille qui n'est pas la mienne, mais qui est quelqu'un de proche, donc on s'investit quand même dedans. Puis en fait, après, on se rend vite compte que c'est pas un combat. On en parlait un peu avant, mais je le voyais un peu comme le Covid, c'est-à-dire que c'est un événement extérieur qui est là. Le cancer, tu l'as pas décidé, il vient comme ça, sans qu'on l'a appelé forcément. Le Covid, c'est un peu pareil, je l'avais pas demandé initialement, personne. Et après, soit on se dit on est en colère et on se dit ça va être une bataille, tout ça, mais au final, on a beau être en colère et mettre tout ce qu'on veut, le Covid, il sera toujours là demain. Et c'est un processus qui est long et on va pas se battre contre le Covid. Et j'avais eu un peu cette approche avec mon père et j'ai un peu changé justement mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, un proche, enfin moi je me sentais pas comme ça en tout cas, de dire à un proche de se battre alors qu'en fait on lui donne cette responsabilité, cette tâche, alors qu'en fait, il n'a pas demandé d'avoir ce combat-là, et même s'il y met toutes ses forces, il y a des chances qu'il n'y arrive pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide vraiment. Donc j'ai essayé d'être un peu plus résilient, justement, et de me dire, il y a ça qui est là, comment est-ce qu'on fait pour en sortir du positif, mine de rien, et essayer d'agir à sa petite manière, faire son petit... comme le petit colibri de Pierre Rabhi, pour essayer d'aider comme on peut, mais sans se donner cette responsabilité ni à mon papa de il va falloir que tu te battes, et s'il perdait, comme s'il s'était pas bien battu, parce qu'en fait c'est pas ça un cancer.
Et justement, quand même, on sent que ça te tient à cœur. Et justement, tu t'es investi, tu es allé plus loin dans justement cette lutte contre le cancer. Concrètement, aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, l'idée, du coup, justement, c'était de me dire, ben, moi, à mon humble échelle, je suis ni oncologue, ni chirurgien, ni un influenceur de la télé-réalité qui pourrait rapporter des millions. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, juste, j'ai parlé autour de mon réseau d'une campagne de dons et avec des contreparties. Peut-être, je sais pas si on pourra les voir à l'écran, mais c'était tout simple. C'était en fait juste des photos de mon voyage, format carte postale. Et donc là, je suis blessé en ce moment, je peux pas les écrire. Oui, Mais tu es casse-cou quand même, c'est ouais, Roro. un Hein? petit peu. Non, parce qu'entre le genou et le poignet. Et du coup, derrière chaque photo, en fait, l'idée c'était de se dire, pour chaque don donné, une photo était envoyée gratuitement, enfin en contrepartie du don, à la personne qui avait donné, avec un peu cette idée que, là, on voit ce que je vois à ce moment-là quand je prends la photo. Donc là, un petit renard de Magellan en Équateur, justement. Et l'idée derrière était d'inscrire qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que a vécu le photographe à ce moment-là, quel est un peu les backstage de cette photo, et essayer d'expliquer un peu ouais, le ressenti, les émotions, est-ce que j'étais en train de me cailler, est-ce qu'il faisait 18 000 degrés, est-ce que j'étais crevé ou est-ce que c'était juste un super moment, essayer faire ressentir aux gens ce qui a pu se passer à ce moment-là derrière cette petite photo qu'on collera sur son frigo. Et voilà, donc le projet a plutôt bien fonctionné pour le moment. Enfin, je suis content de moi. On est déjà presque 2000 euros de récoltés pour la Ligue contre le cancer, du coup. Et voilà, donc la Ligue contre le cancer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ça va aider à améliorer la qualité de vie des aidants. Ça va aider à financer la lutte contre le cancer avec la recherche directement. Mais ça va aussi prévenir et sensibiliser pour éviter, parce que c'est quand même le mieux, d'avoir ce genre de cancer, donc toutes les conduites à risque, et aider les gens avant qu'ils peuvent avoir ce genre de maladie. Donc c'est toujours bien de donner ne serait-ce qu'un petit euro pour ce genre de belle organisation. Et est-ce que tu peux nous dire du coup que cette expérience, alors combinée avec ton voyage et ton retour en France, est-ce que ça t'a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Changer, je pense un peu. C'est-à-dire que je pense que j'étais déjà un peu le gaucho de mes potes, là je pense que je le suis un peu plus. Quand on voit comment des autres gens vivent, on relativise beaucoup sur nos attentes et tout ça. Non, non, on est un peu plus minimaliste peut-être. C'est-à-dire que quand on vit pendant tout simplement un an avec l'équivalent d'un sac à dos de peut-être 60-70 litres et qu'on se rend compte qu'on n'est pas bien plus malheureux qu'avant, voire peut-être plus heureux, c'est peut-être qu'on mettait pas le curseur du bonheur sur les bonnes choses, quoi. Donc là-dessus, juste en termes d'affaires et de possession matérielle, on change un peu sa manière de voir les choses. Et puis après, ouais, un peu le français qui va râler, un peu tout ça. On relativise un peu là-dessus aussi. Et puis après, sur même on va dire l'appréhension, les dangers, tout ce qu'on va penser avant de faire son voyage, on se rend compte qu'en fait, quand on le fait, que les solutions, on les a pas avant de partir, parce que les vrais problèmes, on les connaîtra que quand on sera là-bas. Donc, je pense que c'est super important d'être bien préparé mentalement, quand même. Mais préparer mentalement, ça ne veut pas dire que ça va répondre à chaque question qu'on se pose aujourd'hui. C'est se dire juste, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi et je suis suffisamment stable pour me dire je vais y aller, suffisamment fort, être voilà, suffisamment bienveillant et suffisamment bien pour pouvoir partir, savoir bien s'entourer aussi. Savoir que si on part avec quelqu'un, est-ce qu'on a les mêmes aspirations? Est-ce que ça va pas être une épine dans notre pied et qu'on va peut-être passer un moins bon voyage? Ou voilà, savoir si on veut aller dans la même direction. Et puis voilà, après, on trouve les réponses en fait pendant son
du coup, un petit mot pour la fin et pour conclure en fait ton expérience, ce serait quoi? Déjà, merci de me rappeler que je suis encore jeune, parce que quand tu m'as contacté, tu m'as vouvoyé, ça m'a fait un petit coup de vieux. Donc là, C'était pour être poli. ça fait plaisir. Non, justement, je pense que peut-être un petit message, ça fait un peu le message d'influenceur en entrepreneuriat. Mais non, le fait de sortir de sa zone de confort, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que déjà, sa zone de confort, elle est propre à chacun et que sortir, moi, de ma zone de confort, ça sera peut-être demain de me dire bah, je vais me faire un 6000 ou de me dire je vais apprendre le parapente ou des trucs que je ne connais pas. Peut-être pour d'autres gens, c'est chacun à la sienne. Il ne faut pas se comparer à d'autres. Donc ça, c'est déjà, je pense, c'est super important. Peut-être pour certains, aller faire 30 bornes de vélo ben, avec un sac à dos et tout ça et camper, ben, c'est déjà une super aventure et on a tous commencé par là et c'est trop bien. Donc ça, c'est je pense la première chose déjà à dire, un peu moins se comparer et trouver sa zone de confort pour en sortir et voilà. Et la deuxième chose, peut-être que je dirais, c'est qu'au final, quand vous sortirez justement de cette zone, vous aurez en général des problèmes, c'est normal, ça arrivera, et qu'il y aura deux possibilités. C'est soit vous rencontrerez des gens qui vous aideront, donc les gens auront en général de l'empathie pour vous, ils auront de la bienveillance parce que vous êtes vulnérable, vous êtes sorti de vos zones de confort, vous êtes quelqu'un qui nécessite soit ben, vous aurez des problèmes et vous serez tout seul. Et là, à ce moment-là, ben, il va falloir que vous en sortiez tout seul. Donc vous découvrirez sûrement en vous des forces que vous n'aviez pas détectées avant et vous serez super content d'avoir réussi et vous en sortirez juste plus fort. Et puis il y a encore la troisième option à votre garage, c'est que vous n'y arrivez pas. Et au pire, c'est pas grave et on en rigolera plus tard autour d'un verre. Et voilà, donc non, non, juste définissez un peu quelle est votre zone et sans vous comparer aux autres et vous en tirerez que du bénéfique et ça sera cool pour vous. Bah écoute, Romain, je crois qu'on pourrait en parler encore des heures, mais voilà, je te remercie en tout cas pour ton témoignage. C'est très beau et à la fois ça fait peur aussi parce que c'est vraiment une grande plongée, on va dire, dans l'inconnu et puis voilà, de se dépasser en fait. Donc voilà, c'est vraiment un super témoignage et bah, je te remercie d'avoir répondu présent. Je te remercie du coup pour ta sincérité et voilà, ben on espère suivre encore tes nouvelles aventures dans quelques années. Eh ben merci à toi et n'hésitez pas à donner pour la Ligue contre le cancer. Merci beaucoup. Je t'en prie.